notre prestigieux invité, Monsieur Jacques Attali, que l'on ne présente plus, et donc que nous ne présenterons pas ce soir. Pourquoi ? Parce que d'une part, ce serait difficile de résumer en 2 minutes une œuvre d'art qu'est sa vie, et d'autre part, tous ceux qui s'y sont risqués ont commis tellement d'erreurs que le Cercle B préfère faire attention à ne pas en commettre ce soir. Donc, en revanche, ce que nous pouvons faire, c'est présenter le Cercle B. Donc, en 2 mots, nous sommes un forum de réflexion et d'action de jeunes qui vise à promouvoir l'initiative des jeunes, qui réunit des entrepreneurs, des avocats, des jeunes actifs, des étudiants, des personnes issues de différentes formations, écoles nationales et internationales, mais aussi dans plusieurs secteurs d'activité différents. Et donc, ces jeunes-là ont cet objectif de mettre en évidence l'initiative des jeunes et de créer un écosystème qui est favorable à cette initiative. Cet écosystème, c'est quoi ? Cet écosystème, c'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous, c'est l'invité que nous recevons qui accepte de transmettre sa connaissance et son savoir et qui nous permet du coup de renforcer nos connaissances dans un domaine particulier. Cet écosystème, c'est aussi à travers les événements que nous faisons, que ce soit des after-work ou que ce soit des événements plus informels, entre jeunes justement, et aussi les porteurs de projets que nous accompagnons bénévolement. Donc, après avoir présenté le Cercle B en quelques mots, je tiens à remercier De Family, notre partenaire qui nous accueille une fois de plus dans leurs locaux pour cet événement. Et je vais juste donner la parole à Nicolas Collin afin qu'il puisse introduire ensuite notre invité. Merci beaucoup. Bienvenue à De Family. Nous sommes dans les locaux d'une société d'investissement qui a été créée au mois de mars de 2013, que nous avons cofondée à 3 avec Alice Zaguri, qui est l'ancienne directrice d'un accélérateur de start-up parisien qui s'appelle Le Camping, Oussama Amar, qui est un entrepreneur et business angel, et moi-même qui, tout en ayant une expérience antérieure d'entrepreneur, suis un peu une anomalie dans ce monde, puisque j'ai eu aussi une précédente carrière dans la haute fonction publique à l'Inspection générale des finances. Alors ici, nous sommes une société d'investissement, c'est-à-dire que nous prenons des participations dans des entreprises en amorçage. Nous cherchons à nouer un lien privilégié avec les entrepreneurs le plus tôt possible dans leur parcours, dans le développement de leur entreprise, pour pouvoir les accompagner en tant qu'actionnaires stratégiques minoritaires de long terme et les appuyer tout particulièrement à tous les points d'inflexion qui marquent le développement de leur entreprise. Des levées de fonds, des relations difficiles avec les pouvoirs publics, du développement international. Nous grandissons en quelque sorte avec nos startups. Tout ça a commencé au mois de mars 2013. Au mois de mars de cette année, en 2014, pour notre premier anniversaire exactement, nous nous sommes installés dans ce lieu, qui n'est pas un lieu où les entreprises de notre portefeuille travaillent au quotidien. Elles sont trop nombreuses, elles sont 180. Mais c'est un lieu où nous organisons pour elles les conditions de leur rayonnement et des interactions entre eux. C'est-à-dire les entrepreneurs ont beaucoup à partager. Les entrepreneurs sont en général les mieux placés pour se soutenir et s'aider les uns les autres, pour se comprendre. C'est difficile quand on est entrepreneur de se faire comprendre de quelqu'un qui n'est pas entrepreneur. Donc nous animons ici en quelque sorte une vie collective et nous faisons rayonner ce portefeuille dans des relations diverses avec les parties prenantes d'un écosystème que nous avons qualifié à notre création de toxique, et toute l'activité de Family tournée vers l'extérieur, vers les grandes entreprises, vers les pouvoirs publics, vers les partenaires tels que le Cercle B avec lesquels nous coproduisons des événements ici, ont pour finalité de détoxifier en quelque sorte cet écosystème pour que notre portefeuille puisse se développer mieux et plus vite et que toute l'économie nationale d'une certaine manière en bénéficie. Donc merci beaucoup d'être là ce soir. Monsieur Jacques Attali est venu nous parler ici d'un sujet ce soir qu'il connaît bien et qui est très actuel, notamment aujourd'hui selon son calendrier, puisque le 2 octobre est aujourd'hui, avec la loi des finances et les nombreux articles qu'il a écrits dessus, quelque chose dont tu vas peut-être nous parler ce soir, sur un thème qui est beaucoup plus générique, qui est celui de peut-on théoriser l'avenir. Je vous remercie, je suis venu vous parler du sujet que vous m'avez imposé. Et je l'ai pris comme un devoir et un exercice, c'est toujours un plaisir d'avoir un défi, et j'ai toujours pensé d'ailleurs que les cours que je pouvais faire comme professeur ou les conférences que je peux avoir à faire sont des sujets de réfléchir à haute voix. J'ai d'ailleurs jamais enseigné avec une note devant moi parce que je
je crois qu'on doit à ces auditeurs de réfléchir autant qu'on peut leur demander de réfléchir en vous écoutant. Je ne vais pas parler de la loi de finances, sauf si vous m'y interrogez sur les questions, parce que je répondrai avec plaisir, mais ce n'est pas le sujet dont j'ai envie de parler ce soir. Peut-on parler de l'avenir ? Il y a au fond 2 avenirs dont on peut parler. Il y a l'avenir général et il y a l'avenir particulier de chacun d'entre nous. Je vais commencer par l'avenir général et puis ensuite je vais me permettre de m'immiscer dans vos réflexions personnelles sur l'avenir de chacun d'entre vous. Peut-on théoriser l'avenir ? C'est un sujet sur lequel je travaille consciemment ou inconsciemment depuis longtemps et sur lequel la réponse a priori est négative. Il y a tellement d'événements extraordinaires qui se passent, tellement de changements multiples, tellement de technologies en apparence imprévues, tellement d'interdépendances croissantes dans le monde en raison de la globalisation et des réseaux d'information qui font que des événements inattendus ne restent plus cantonnés là où ils sont et ont des influences considérables, qu'il est assez difficile d'imaginer qu'on puisse prévoir quoi que ce soit dans l'avenir, d'autant plus que la tyrannie du nouveau, l'obsession du changement fait que peut-être toute prévision qu'on peut faire est immédiatement battue en brèche par des évolutions. Donc a priori, il est presque impossible de prévoir l'avenir, ou même de s'y risquer, et les bibliothèques sont remplies du ridicule de livres qui ont décrit un monde d'une certaine façon, d'un moment ou à un autre. Il n'empêche, nous sommes quand même sur cette planète comme des passagers d'une voiture qui roule à grande vitesse dans le noir et qui sait qu'il y a à gauche un précipice, à droite un précipice, qui ne connaît pas les tournants et les chaos et qui a un phare qu'il peut allumer, il est très difficile de l'éteindre, de le laisser éteint. On peut au moins l'allumer, même si on ne verra pas grand-chose, si on aura l'illusion de ce qu'on verra dans les ombres, mais malgré tout, ça peut être utile. Donc on va essayer d'allumer le phare et de regarder ce qu'on peut voir. Et à mon sens, c'est important de le voir, non pas pour avoir le sentiment que l'avenir nous est imposé, nous est dicté, mais pour juger de l'environnement dans lequel nous sommes et pour agir. Ne cherchez pas dans ce que je vais vous dire si je suis optimiste ou pessimiste sur l'avenir, c'est une question pour moi qui n'a pas de sens. Je prends souvent pour répondre à cette question la métaphore du football. Quand on est spectateur d'un match de foot, on peut être optimiste ou pessimiste pour l'équipe qu'on soutient, parce qu'on juge les forces des uns et des autres. Mais quand on est joueur sur le terrain, on n'est ni optimiste ni pessimiste, on essaye de gagner le match. Donc le simple fait de se poser la question de l'optimisme ou du pessimisme, c'est une attitude de spectateur, donc de perdant. Et donc surtout ne vous posez pas cette question, essayez de comprendre vos forces, celles de vos adversaires ou de l'environnement qui est hostile ou favorable, celles de vos partenaires dans l'équipe, et essayons de jouer le mieux possible face à cet univers. Peut-on prévoir quelque chose de cet environnement ? Pour vous, particulièrement, c'est particulièrement important de prévoir loin, parce que si je regarde la salle qui est devant moi, je pense que vous serez, j'espère, tous là en 2060, dans cette salle, ou dans une autre. Et que les enfants que vous avez ou que vous aurez seront là au-delà de 2100. Vous imaginez le caractère vertigineux de ce qu'il faut regarder. Donc, la loi de finances de 2015 est relativement dérisoire au regard des enjeux. Mais essayons d'aller au moins jusqu'en 2030-2040 pour voir si on peut dire quelque chose. C'est d'ailleurs d'autant plus facile où on ne sera plus là, où on aura pu se faire tout petit et se faire oublier, donc on sera moins ridicule que si on prévoit simplement le déficit budgétaire de 2015, ce que je ferai volontiers tout à l'heure. Si on essaie de voir en 2040, il y a 3 façons, à mon sens, de regarder les choses. Il faut d'abord regarder les tendances lourdes qu'on peut prévoir. Les tendances lourdes, elles existent. Quels que soient les chaos, elles sont là. Il y a des tendances lourdes démographiques, il y a des tendances lourdes culturelles, il y a des tendances lourdes
technologiques, il y a des tendances lourdes géopolitiques. Et cela permet de dessiner un monde probable. Les tendances lourdes démographiques, vous les connaissez, je ne vais pas insister, on sera 9 milliards en 2050, avec une Chine qui aura un peu décru, une Inde qui sera le numéro 1 mondial, une France qui aura plus d'habitants que l'Allemagne, une Russie qui aura moins d'habitants que la Turquie, et une Afrique qui sera passée d'1 à 2 milliards d'habitants. Donc le grand mouvement d'ici à 2050 démographiquement, c'est l'Afrique. Autre grand mouvement démographique, on sera passé de la moitié de la population de la planète en ville à 2 tiers. Certains disent plus, mais je pense pas. Et puis, on aura un mouvement profond de gens qui vont bouger non seulement des villes, des campagnes vers les villes, mais aussi des migrations d'un pays à un autre. On pense que pour des raisons diverses, on va passer du petit nombre de gens qui aujourd'hui vivent dans un autre pays que celui où ils sont nés, puisqu'il n'y a que 200 millions de personnes aujourd'hui qui vivent dans un autre pays que celui où ils sont nés, on va passer à 1,5 milliard. Donc les 30 ans qui viennent sont une période de dégel de la population de la planète, de blocage ou de déblocage ou de fermeture des frontières. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc première tendance, c'est ça, avec aussi une autre tendance qui est l'écart croissant dans une grande partie de la population de la planète entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes, de moins en moins de femmes, pour des raisons culturelles diverses et de maîtrise de la natalité qui fait que dans beaucoup de pays, en particulier dans toute l'Asie, il vaut mieux avoir des garçons que des filles, et donc ça va entraîner un déficit qu'on estime à entre 150 et 200 millions de femmes en Asie, ce qui va entraîner des conséquences considérables. Avec une espérance de vie qui va monter significativement un peu partout dans les pays du Sud, une mortalité infantile qui va baisser, et donc un âge moyen de la population de la planète qui va vieillir, qui va augmenter, qui va passer de 35 à 44 ans, qui d'ailleurs rejoint vraisemblablement fait que l'âge moyen en Chine sera à peu près égal à celui aux États-Unis, puisque le vieillissement sera très rapide. Donc il va entraîner aussi des conséquences sur la nature des dépenses sociales, etc., etc. Le fait qu'on travaillera beaucoup plus tard. Ça, c'est les grandes choses démographiques qu'on peut prévoir. On peut entrer dans beaucoup de détails dans ces prévisions qui sont sur 2050 à peu près crédibles. Bon, si on va jusqu'à 2100, c'est moins sérieux, mais si on prolonge les tendances actuelles jusqu'en 2100, la population de la Chine sera inférieure à celle de, à votre avis, du Nigeria. Voilà. Le Nigeria aura une population supérieure à celle de la Chine. Bon, enfin bon, les tendances à 2100 ne sont pas vraisemblables et pas crédibles, mais ça donne quand même un ordre de grandeur de l'évolution, puisque aux tendances actuelles, l'Afrique en 2100 sera 11 milliards et donc 4 milliards en Afrique. Deuxième tendance prévisible, les technologies. On voit assez bien, puisque entre la découverte scientifique et l'évolution technologique, il y a un mouvement qui est toujours de 40 ans à peu près, entre la découverte scientifique et la mise en pratique, et donc on voit bien les technologies de l'information, où il y a encore beaucoup de choses devant nous, l'Internet des objets, le web sémantique, etc., etc. Les biotechnologies, où il y a encore beaucoup de choses devant nous, en particulier à cause des technologies de l'information, dans l'élevage, dans l'agriculture et dans l'humain. Ensuite, il y a les nanotechnologies, où ça fait à peine commencer, maîtrise des matériaux, puis les neurosciences, qui sont certainement celles qui viennent après, avec tout ce que ça implique dans la maîtrise des rapports entre l'homme et la machine, maîtrise du processus d'apprentissage, traitement des maladies liées à l'augmentation de l'espérance de vie, etc. On voit donc un agenda scientifique absolument gigantesque qui est presque en marche de façon quasi routinière, qui est presque écrit d'avance. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas des choses qui vont surgir, évidemment, de façon tout à fait inattendue, dans la maîtrise de l'énergie, en particulier dans les découvertes scientifiques fondamentales qui feront découvrir des choses importantes, mais ces grandes tendances sont là. Troisième grande tendance forte, grande tendance, je parlerai des contre-tendances tout à l'heure, l'évolution culturelle. Il semble bien que, sous réserve de contre-choc, quand on regarde l'histoire de l'humanité depuis 1000 ans, il y a une force qui emporte toutes les autres, c'est la victoire de la liberté individuelle sur toutes les autres valeurs.
on aurait pu penser que l'humanité choisisse une valeur de solidarité ou une valeur de fraternité ou une valeur d'immortalité. L'humanité semble choisir la liberté individuelle comme valeur dominante. Avec ce que ça implique comme conséquence, c'est que la liberté individuelle, ça s'exprime par la liberté de mouvement, la liberté politique, la liberté d'acheter ce qu'on veut. Et ça s'inscrit dans un contexte de contrainte, puisqu'on n'est évidemment pas libre, puisqu'on ne peut pas choisir la date de sa naissance ni la date de sa mort. Enfin, si, celle-là, on peut un peu la choisir, mais on ne peut pas choisir l'époque et le lieu dans lequel on est. Et donc, il y a des contraintes matérielles, il y a des contraintes de rareté. Donc, la liberté individuelle s'exerce à l'intérieur de contraintes de rareté. C'est pour ça qu'on a inventé les deux mécanismes de gestion de la rareté dans une idéologie de la liberté, qui sont le marché pour l'économie et la démocratie pour la politique. Et donc, il semblerait qu'il y a une grande tendance à la généralisation de la liberté avec ces deux mécanismes de gestion de la rareté dans la liberté, qui sont l'économie de marché et la démocratie. Et il se trouve que l'un et l'autre sont non seulement compatibles, mais se nourrissent l'un l'autre. La liberté du marché entraîne la naissance d'une classe moyenne, d'une bourgeoisie soucieuse de détenir une propriété qui demande la démocratie. C'est ce qu'on voit ce soir même à Hong Kong. Alors que, inversement, la démocratie suppose la possibilité de ne pas garder des biens publics et de les vendre, et donc l'économie de marché, comme l'a montré d'autres exemples. Donc on a l'impression qu'il y a une tendance longue à la généralisation du marché et de la démocratie. Ça, c'est pour la dimension culturelle. La dimension géopolitique, on la voit aussi assez bien. On a une histoire du monde depuis 1000 ans qui est assez claire, où on a vu apparaître des centres dominants du monde, marchands, qui étaient presque toujours une ville, avec un espace, un arrière-pays de plus en plus grand, toujours un port, et toujours une élite technologique et culturelle, une dimension artistique spécifique, et une technologie qui donne le pouvoir à cette élite, jusqu'à ce que ce pôle dominant s'épuise à gérer le monde et cède la place à une autre qui vient de prendre le pouvoir dans une bataille où d'ailleurs très souvent celui qui tente de prendre le pouvoir est battu par un troisième qui ne s'est pas battu et qui a attendu en embuscade. Ce théorème marche à peu près à chaque fois, et on a assez bien identifié ce qu'on appelle les cœurs successifs qui sont dans l'ordre: Bruges, Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam, Londres, Boston, New York, Los Angeles, avec chaque fois assez clairement une historique. Donc aujourd'hui, on peut se dire, voilà, on en est là, on peut assez bien identifier les cœurs suivants, c'est sans doute en Asie, et les technologies qui vont être attachées, qui sont celles dont je parlais. Je ne pense pas pour ma part que ce scénario-là va se passer ainsi. Je pense qu'on arrive à un moment où cette longue continuité historique que je viens de décrire ne permet pas de rendre compte de l'évolution géopolitique qui nous attend. Je pense en particulier que nous ne sommes pas comme à la fin de l'Empire anglais, britannique, à la fin du XVIIIe siècle, XIXe siècle, et l'arrivée de l'Empire américain au moment du remplacement de l'Empire américain par un nouvel empire qui serait chinois ou autre. Parce que pour les raisons démographiques que je disais tout à l'heure et pour d'autres raisons sur lesquelles j'entrerai si vous voulez, la Chine n'a pas les moyens, ni le désir d'être une puissance impériale de remplacement. Et pourtant, dans un monde à 9 milliards d'habitants, les États-Unis n'auront plus les moyens ni le désir de l'être. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'annonce, ressemble plus à une autre période historique. L'histoire est très importante. Ce n'est pas la fin de l'Empire britannique, c'est plutôt la fin de l'Empire romain. C'est un moment où un empire dominant a disparu, mais n'a pas été remplacé par un autre. Et où cet empire dominant en disparaissant s'est d'ailleurs fondu dans l'univers, puisque quand l'empire romain d'Occident disparaît, en tout cas dans sa première phase au 5e siècle, tout le monde devient romain. Tout le monde parle latin, tout le monde s'habille comme des Romains, tout le monde prend la religion de Rome, et l'empire romain va durer jusqu'au XVIe siècle. D'une certaine façon, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Personne ne remplace les États-Unis, qui restent la puissance dominante, mais en valeur relative. Personne ne le remplace. Tout le monde devient, non pas américain, mais occidental, d'une certaine façon plus européen qu'américain, puisque l'Amérique, c'est une sorte d'Europe ayant réussi son unité.
Donc le monde devient occidental, même si les États-Unis baissent de pouvoir. Ce qui m'amène à décrire l'évolution géostratégique, donc les tendances, j'ai dit les tendances démographiques, j'ai dit les tendances technologiques, j'ai dit les tendances culturelles, les tendances géopolitiques. Pour moi, c'est un déroulement en 5 phases devant nous, qui sont la grande grille de lecture dans laquelle on peut inscrire le monde, qui sont des phases qui sont à la fois successives et simultanées, un peu comme des vagues qu'on voit venir de l'horizon, qui sont toutes là, qui avancent ensemble. Certaines peuvent devenir énormes, certaines peuvent avorter, comme les vagues. Et donc dans les 5 vagues qui sont devant nous, certaines peuvent, je l'espère, avorter, puisque vous allez voir comment je les décris. La première phase, c'est le déclin relatif de l'Empire américain. Nous y sommes. C'est très facile à voir. Il ne s'agit pas de dénoncer un déclin total, définitif d'Amérique. Non, c'est un déclin relatif. Ça part dans le PIB mondial, sa volonté de dominer le monde, etc. Décline en valeur relative, c'est certain. Et les Américains eux-mêmes le disent, en disant qu'ils aimeraient bien partager le fardeau du monde et qu'ils sont d'ailleurs en train de se replier assez largement par bien des dimensions chez eux. La deuxième phase, c'est devant l'impossibilité de gérer le monde uniquement par des Américains en déclin ou de voir l'Amérique se remplacer par quelqu'un d'autre, la tentative de voir un gouvernement du monde partagé entre plusieurs puissances qui tenteraient de gouverner ensemble. Ce qu'on a déjà commencé à tenter de faire dans ce qu'on a appelé le G20, où on voit des puissances tenter de se mettre ensemble pour gérer les catastrophes, parfois avec succès, comme certains problèmes de sécurité des mers, et très souvent dans l'échec, comme on le voit tous les jours dans les différents conflits. Donc un monde polycentrique avec une tentative de gouvernement qui marchera sans doute pas. Troisième phase qui commence, c'est en fait une phase qui est déjà en cours, qui découle de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que j'ai dit tout à l'heure que le marché et la démocratie étaient des cercles vertueux qui se renforçaient l'un l'autre, mais il y a 2 contradictions qui créent le grain de sable qui entraîne une toute autre logique. La première, c'est que le marché est par nature mondial, alors que la démocratie est par nature locale. Et donc le marché tend à s'imposer partout, tandis que la démocratie reste enfermée dans un cadre. Et si on n'est pas capable d'avoir une démocratie ou au moins une règle de droit international, on va, c'est la 3e étape, vers une domination par le marché sans règle de droit. Et on le voit déjà, cette vague est déjà là à l'horizon, on le voit par le fait que l'économie planétaire domine sur les États, les gouvernements ont de moins en moins de pouvoir, sur le fait que l'économie illégale et criminelle prend de plus en plus d'importance, parce qu'on n'arrive pas à la contrôler et qu'elle est marchande et importante, au point même d'ailleurs que vous avez peut-être remarqué que les statistiques internationales se résignent à compter dans le PIB des activités criminelles, de façon maintenant ouverte, parce que ça représente 15% du PIB et on n'a pas de raison de s'en priver. Et donc on voit progressivement monter cette domination du marché sur le pouvoir. Ce qui se nourrit d'ailleurs très fortement de la technologie, puisque les technologies vont de plus en plus donner des moyens de maintenir un ordre par le marché indépendamment de l'État. Au fond, l'État maintient l'ordre par la force, par la police. Le marché, lui, maintient l'ordre autrement, en créant les conditions pour que chacun d'entre nous soit surveillé. Et même mieux encore, s'auto-surveille. Une meilleure façon pour que les gens soient des esclaves faciles à gérer, c'est qu'ils trouvent du plaisir à l'esclavage. Ce que la Boétie appelait la jouissance de la servitude, et ce qu'on voit apparaître dans bien des dimensions, lorsqu'on voit tous les mécanismes de surveillance que les technologies nous apportent, pour notre plus grand bonheur. On a envie du GPS, on a envie d'être repéré par nos amis, on a envie de trouver le restaurant d'à côté, on a envie de savoir si, quand on court, on a fait ce qu'il faut. L'Internet des objets va nous permettre de savoir ce qu'il y a dans notre frigidaire et de savoir tout ce qu'il faut pour que ça se comporte bien par rapport à ce qu'on commande. Mais le malheur veut qu'on ne sera pas les seuls à le savoir et que des tas d'autres gens que nous-mêmes sauront tout ça et créeront les conditions de nous surveiller dans l'intérêt du marché. C'est une logique forte. Et dans un intérêt du marché que nous souhaitons voir s'installer parce que cela nous sera toujours vendu, expliqué comme
si vous voulez être en bonne santé, il faudra que ces informations soient connues, et même mieux encore, les compagnies d'assurance qui sont dans la logique du marché les maîtres à venir du monde, auront envie de connaître tout ça pour faire des primes d'assurance sur mesure en fonction de la connaissance du comportement des gens. Quand je disais tout à l'heure qu'on entre dans un monde où le marché et légal et illégal devient important, si je dis compagnie d'assurance, c'est marché légal, donc il faut trouver à comprendre ce qui se passe. En réalité, oui, les compagnies d'assurance sont la conception, la part légale du marché, mais qu'est-ce que fait une compagnie d'assurance ? Elle vous assure contre une prime. Si je regarde cette même activité dans le marché légal, ça s'appelle le racket. Et donc, il est tout à fait normal, prévisible, de voir se développer non seulement la puissance des compagnies d'assurance, mais aussi la puissance des activités criminelles, prise d'otages et gestion par la force de la liberté en échange d'argent. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et de même, une autre forme de gestion par le marché de l'ordre que les États ne seront plus capables de remplir si le marché les remplace, c'est la surveillance rationnelle par l'assurance, ou la surveillance qui permet de surveiller sa peur à l'égard des grands dangers, de la mort, etc., ou l'autre forme, c'est la distraction, qui sont les deux grandes formes de gestion non politique d'une société. Je vous surveille dans votre intérêt, je vous distrais pour que vous ne pensiez pas à vos peurs. D'où le fait que les deux grandes industries de demain sont vraisemblablement l'industrie de l'assurance et du racket, l'industrie de la distraction et celle de toutes les formes de distraction criminelle qui sont... D'ailleurs, distraction veut dire, en anglais, dans la plupart des langues, le mot distraction, c'est le mot voyage. Et le mot trip en anglais, vous voyez à quoi ça renvoie. Ça renvoie évidemment à toutes les activités de la drogue, etc. Donc on a cette logique-là. Donc on voit bien ceci apparaître. Et le marché lui-même porte aussi une autre tendance lourde, qui aussi est assez claire, qui est que les technologies nous permettent de gérer progressivement non seulement ces prothèses de surveillance, mais de gérer une tendance très très lourde, très longue, qui est le fait que l'homme, bien qu'il cherche la liberté, a peur de la mort. Et que donc une grande obsession permanente, c'est de gérer cette peur de la mort. Et la façon dont on le gère, c'est, de façon très longue dans les tendances, à créer les conditions pour disposer de moyens de remplacer une partie de nous-mêmes par des prothèses. Et donc, ça fait très longtemps que j'ai décrit l'homme prothèse comme devant arriver, et il commence à arriver. Les objets que j'ai appelés il y a longtemps objets nomades et qui maintenant devenus une banalité s'inscrivent non seulement comme des objets qu'on porte sur soi, mais des objets en soi. Et on peut dire qu'une des grandes tendances lourdes de l'histoire, c'est la transformation progressive de l'homme en un artefact, qui devient un artefact provisoire, progressivement, avec des choses extraordinairement subtiles et progressives qu'on ne peut pas refuser. Par exemple, il y a toute une série de dimensions de l'artefact qui sont souhaitées, qui sont même des combats de la liberté, tout à fait nécessaires. Par exemple, la libération sexuelle, le fait de contrôler la sexualité, personne ne peut contester que c'est un élément de liberté majeur. Et pourtant, si on définit un artefact comme quelque chose qui est fait consciemment, par la volonté de l'homme, on entre dans une logique d'artificialisation de la reproduction. De même, toutes les tendances lourdes qui séparent progressivement, à juste titre, l'amour, l'acte sexuel et la reproduction, ces trois choses sont en train de diverger, conduit progressivement à faire que la reproduction ne soit plus liée ni à la sexualité ni à l'amour, et donc devienne un acte de plus en plus artificialisé. Et on voit qu'on va vers le clonage, l'utérus artificiel, et tout ça, et dans une logique implacable qui est portée par le progrès scientifique. Chacun d'entre nous est mortel, mais cette table est immortelle. Donc la tendance lourde est de nous transformer en objets pour être immortels. Et tout ce qui est en train de se jouer à 50 ans, un siècle d'entre nous, c'est lente artificialisation de l'homme qui devient un objet avec l'esprit lui-même qui échappe à l'objet et qui devient une puissance en soi, au point même que certains ont été jusqu'à écrire
que l'homme n'est peut-être qu'un maillon anecdotique dans l'histoire de la transformation de la matière en l'esprit. Et on peut en effet voir cette tendance-là. Si on ajoute à cela que, au-delà de cette domination du marché qui n'est pas possible, c'est intolérable, le monde tel que je viens de vous le décrire est insupportable. Parce que, évidemment, si c'est le marché qui domine comme ça, il n'y a plus de régulation, il n'y a plus de police, il y a un monde sans État, il y a le marché absolu. J'ai comparé ça souvent à la Somalie, qui est un des rares pays qui existe sans État. Bon, on voit bien, c'est le chaos absolu et c'est ce qui règne aujourd'hui. Ça ne durera pas. Et la logique veut que la quatrième étape, c'est que ceci devienne intolérable et qu'on entre dans des périodes de conflits très violents, non gérés entre des États, des bandes, des nouveaux États qui surgissent de toute nature. On y est déjà. Au-delà de ça, et à la place de ça, on voit aussi surgir autre chose, qui est ce qui surgit toujours au fond des âges obscurs, c'est-à-dire une demande d'autre chose, une demande d'échapper à cette barbarie qui sera emportée aussi et accélérée par les mutations climatiques, par les désordres de toute nature. C'est l'idée de dire, non, mais attendez, cet avenir-là, j'en veux pas, donc je prends en compte l'avenir, j'essaye d'agir dans l'intérêt du long terme, je considère que si je ne m'occupe pas du long terme, c'est lui qui va s'occuper de moi, donc je m'en occupe tout de suite. Et on voit surgir progressivement toute une série d'autres acteurs qui ont comme ambition d'éviter cet avenir et de le prendre en compte. Ce sont des ONG, des entreprises qui font passer l'intérêt général, le long terme, avant l'intérêt particulier. C'est ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on regroupe maintenant sous le nom d'économie positive, c'est-à-dire qui rassemble tous ceux qui s'intéressent au long terme et au sort des générations suivantes. Et c'est là on les voit partout. On les voit encore une fois dans les associations, on les voit dans les coopératives, on les voit dans les entreprises, on les voit dans ce qu'on appelle le social business, on les voit dans le monde entier surgir. Et au fond, on peut se demander si ces gens-là ne sont pas un petit peu comme les capitalistes de Bruges dont je parlais tout à l'heure, ou de Venise, qui à l'époque étaient incroyablement minoritaires. D'ailleurs, quand on regarde nos livres d'histoire à nous Français, on ne parle pas d'eux. On parle de Louis IX, Louis X, Louis XI, Henri, etc. On parle de Louis XIV comme un roi tout-puissant, en oubliant que le niveau de vie des Parisiens au temps de Louis XIV était le quart du niveau de vie des habitants d'Amsterdam. La France était marginale dans l'histoire de cette époque. Et il est possible, même vraisemblable, que si on passe tous les chaos dont je viens de parler, soit en train d'apparaître une nouvelle forme d'organisation sociale, aujourd'hui aussi discrète dans l'histoire que l'était le capitalisme au XIIIe siècle, et qui pourtant a fait exploser le féodalisme. Elle a fait exploser d'abord en Flandre et en Italie, puis en Angleterre et aux Pays-Bas, et tout à fait à la fin en France. Et encore en France, parce que le féodalisme est assez largement encore là. Donc on peut voir surgir une cinquième phase, qui serait une phase de domination non plus par l'égoïsme de la liberté individuelle, mais le basculement d'un égoïsme pur à un égoïsme intelligent, qui serait altruiste, puisque la forme suprême de l'intelligence de l'égoïsme, c'est d'être altruiste, puisque c'est dans son propre intérêt qu'on crée les conditions que le monde reste vivable. De même que un marchand a intérêt à être altruiste, ne serait-ce que pour faire en sorte qu'on achète ses produits. Donc il a intérêt à satisfaire les autres. Donc on voit monter une doctrine de l'altruisme. Mais en même temps, cette doctrine de l'altruisme s'inscrit dans ces 5 vagues avec un chaos de rencontres extraordinairement difficiles à prévoir quant à leur choc et leur succession, puisque ça s'inscrit aussi dans cette prise en compte du long terme dont je parlais, qui est elle-même aussi une réponse à une autre faiblesse de la liberté individuelle. J'ai dit tout à l'heure qu'il y en avait 2, qui est l'une, la contradiction entre marché et démocratie, l'autre est que la liberté individuelle, c'est le droit de changer d'avis tout le temps. Et le droit de changer d'avis tout le temps, c'est tout à fait respectable, mais ça entraîne le droit de changer d'avis comme employeur, comme employé, comme consommateur, comme citoyen, évidemment. Et ça entraîne la réversibilité de tout et la précarité de tout, puisque je peux changer d'avis tout le temps. Et y compris la précarité des contrats de travail de plus en plus
floue, précarité des contrats sentimentaux, de plus en plus brefs. Ça entraîne, s'il y a rupture du contrat, ça entraîne déloyauté. Si le contrat n'est pas tenu, je suis déloyal, et on constate en effet qu'aujourd'hui on est déloyal à l'égard des générations passées, on détruit ce qu'on a dans hérité d'eux, et encore plus déloyal à l'égard des générations suivantes, puisque la démocratie, ça consiste aujourd'hui à voter le moins d'impôts possible et faire le plus de dépenses possible. C'est comme ça qu'on se fait élire. Et donc à se moquer totalement du long terme, totalement des générations suivantes qui auront à payer avec ce grand principe des politiques qui est il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre. Ce qui est évidemment faux, mais qui est le grand principe de tous les politiques du monde. Et donc forcément, il y aura un moment où il y aura une réaction à ça. C'est cette 5e phase dont je parlais, mais toutes les phases d'une idéologie nouvelle, c'est ça aussi qui est assez prévisible, apparaissent toujours d'abord par leur caricature. On peut prendre plein d'exemples de ça dans l'histoire, j'en prendrai un. La social-démocratie, ou le keynésianisme. On dit toujours que c'est apparu d'abord par Roosevelt en 1934. Mais en fait, quand on regarde bien, on s'aperçoit que le premier keynésien, c'était Mussolini en 1920, que le deuxième, c'était Lénine, juste avant sa mort en 1924, que le troisième, c'était Hitler en 1933, et que Roosevelt n'a été que le 4e. Autrement dit, une doctrine positive passe souvent dans son accouchement par des phases de caricature totalitaire. Et c'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui. L'émergence d'une idéologie de l'altruisme, de la prise en compte du long terme, de l'importance de gérer le temps long, est en train aujourd'hui de surgir aussi par des mouvements totalitaires. Le fondamentalisme, qu'il soit chrétien, juif, shintoïste ou musulman, s'inscrit dans ce refus du paroxysme de l'idéologie de la liberté individuelle et dans un retour au long terme. Toutes les doctrines qui conduisent à la fermeture des frontières, au retour de l'identité nationale, c'est la volonté de s'enraciner dans des valeurs fermes et stables. Sur le territoire, le sol, c'est stable. Le sédentaire, c'est le long terme par opposition au nomade qui est le mouvement. Et si le marché et la démocratie, c'est la liberté de circulation, c'est-à-dire le nomade, le sédentaire a perdu et le sédentaire veut se venger dans le retour de la priorité du sol, la primauté du sol sur le mouvement. Et donc on voit bien surgir des doctrines de fermeture des frontières, de totalitarisme qui remet en cause la démocratie. Et demain, après-demain, dans le cours de votre vie, j'en suis sûr, vous aurez à vous battre, nous aurons à nous battre contre des doctrines qui diront, écoutez, la démocratie, ça commence à bien faire, hein, ça a échoué. Ça ne règle pas le problème de la dette, ça ne règle pas le problème du climat, ça nous entraîne à des mariages pour tous et autres formes de folie. Je cite, hein, je sais pas ce que je pense. Ça va nous entraîner à avoir une identité entre l'homme et l'animal, entre l'homme et la machine. C'est inacceptable. Donc, on arrête ça. C'est pas bon. Passons par une phase qui sera d'abord annoncée comme provisoire de remise en cause de la démocratie. Si j'avais un pronostic à faire, qui est purement intuitif, je dirais que le premier pays où ça va arriver, c'est pas du tout celui où vous croyez, pour moi c'est aux États-Unis. Parce que je vois monter aux États-Unis toute une doctrine d'une théocratie très puissante, d'un refus très fort des conséquences de la modernité, qui est très 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 inquiétant. Voilà donc les tendances longues. En dehors des tendances longues, je parlais trop longtemps, quelles sont les autres façons de prévoir? Moi j'en ai 2 ou 3 que j'utilise. J'en citerai 3. D'abord il y a plein de signaux faibles. Il y a plein d'événements tout à fait anecdotiques qu'il faut regarder, qui paraissent étranges, et qu'il faut vraiment voir et qui vous donnent des idées que quelque chose peut se passer. Des technologies bizarres, des réactions étranges, des mouvements de foule particuliers. Il faut vraiment être à l'affût de ça. Une deuxième chose qui, moi, m'a toujours été un guide extraordinairement précieux pour comprendre le monde, c'est la musique.
dans toutes ses dimensions. D'abord, la structure de l'économie de la musique, qui est toujours en avance sur le reste, parce que la musique a en commun avec la finance d'être une activité complètement immatérielle. Et donc, elle peut explorer le champ des possibles beaucoup plus vite que les activités matérielles. Et donc, on peut regarder l'histoire de la musique, l'histoire de la pratique de la musique et de l'économie de la musique comme toujours en avance. Pour prendre des exemples récents, c'est la première activité à avoir abandonné le matériel pour passer au virtuel, et la première à être confrontée à la gratuité par rapport au marché et avoir fait triompher la gratuité. C'est aussi une qui nous dit aujourd'hui, les gens ne sont plus tentés, ne veulent plus acheter des objets de musique, mais sont encore prêts à payer très cher pour aller au concert. Ce qui dit quelque chose de très important, la seule chose rare, c'est le temps. La matière n'est pas rare. Toute l'économie de la rareté, c'est une bullshit. On trouve toujours des technologies pour dépasser la rareté. Mais pourtant, toute notre économie est fondée sur la rareté. Par exemple, cette bouteille d'eau, si je vous la donne, je ne l'ai plus. Bon, ça, c'est vraiment l'économie de la rareté. C'est toute notre économie. Mais si j'ai une idée et que je vous la donne, je l'ai encore. Et donc, tout le monde de l'immatériel, si j'ai une œuvre de musique et je vous la donne, je l'ai encore. Est totalement révolutionnaire au regard de l'économie de marché. Et donc, la musique, ce qui se passe en musique, qui dit quoi? Que la seule chose rare, c'est pas la matière, c'est pas les idées, quand on les donne, on les a encore, c'est le temps. Et ça renvoie à la chose la plus fondamentale, bien plus importante que la liberté ou quoi que ce soit, c'est la mort. C'est le fait que nous sommes sur Terre très très brièvement et que derrière toutes ces apparences, on cherche à gérer ça. Par l'assurance, par la distraction, par la religion, par la projection dans nos enfants, par l'oubli, par tout ce qu'on veut, mais on ne sort pas de cette question. Ce qui m'amène aussi à dire que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, tous ces éléments vont s'entrechoquer. Je disais tout à l'heure 3 éléments. Les signaux faibles, la musique, et il y en a un 3e. C'est la littérature. Moi, je suis un fou de science-fiction depuis toujours. Et dans les romans de science-fiction, je lis énormément de choses parce que l'imagination du réel est toujours plus forte que l'imagination des écrivains, mais les écrivains de science-fiction ont quand même des idées. Et parfois, on se fait entraîner dans des idées. Si je peux me permettre de me citer moi-même, j'ai publié un roman il y a 1 an, que j'avais écrit il y a 3 ans, que je fais se dérouler en 2015, et dans lequel, donc que j'ai écrit en 2012, et dans lequel je raconte en détail la guerre du Kurdistan. Ça m'est venu comme ça. Si vous trouvez le temps de regarder, tout ce qui est en train de se passer maintenant est dans ce roman. Beaucoup de gens m'ont dit, mais non, mais ça n'aura jamais lieu, pas de guerre au Kurdistan, c'est pas possible. Mais pourtant, il suffit de lever un peu la herse des contraintes du réel pour voir que c'est évident qu'on allait avoir une guerre au Kurdistan, parce qu'on ne pouvait pas avoir une guerre en Irak sans avoir la remise en cause de ses frontières. Donc le roman, la littérature, la poésie, la musique sont des éléments de prévision de l'avenir très intéressantes. J'avais mis en exergue de mon tout premier livre une phrase qui m'accompagne encore, puis après je vais dire un mot de vous avant de vous laisser la parole, qui est une phrase d'un physicien qui a eu 2 fois le prix Nobel, Niels Bohr, et qui disait à un étudiant qui venait lui proposer un sujet de thèse, « Monsieur, votre théorie est intéressante, mais elle n'est pas assez folle pour avoir la moindre chance d'être vraie. » Retenez ça. Tout à l'heure, vous avez parlé des jeunes. Ça m'a énervé. Non pas parce que, pour certains, je ne le suis plus, mais parce que la jeunesse, c'est pas du tout une question d'âge. Je connais énormément de jeunes qui sont extrêmement vieux. Et pour moi, la distinction entre jeune et vieux, c'est pas l'âge, c'est 2 choses. C'est le fait de se poser la question de savoir ce qu'on sera dans 20 ans, sans accepter que ce soit dicté par d'autres, et ce fait de remettre tout le temps en cause ce qu'on vous dit. Et dans ce monde chaotique et passionnant que je viens de vous décrire, la seule question qui compte pour vous, qui devrait compter, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Je ne dois compter sur personne, ni sur l'État, ni sur des relations. Je ne dois compter sur personne. Je dois me poser une seule question. Je dois prendre conscience que ma vie, même si elle ne fait que commencer, est très brève. Mazarin, qui
a mené une vie absolument fascinante, exceptionnelle, extraordinaire. Premier ministre, cardinal, amant de la reine, milliardaire, corrompu, un homme, une vie fabuleuse. Et a dit, selon le mémorialiste qui l'accompagnait, qui était un de ses meilleurs amis, sur son lit de mort, la dernière phrase de Mazarin a été « C'est déjà fini ?» Retenez ça. Et dites-vous que vous devez en permanence vous poser la question, est-ce que ce que je fais est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai conscience de la rareté du temps qui m'est donné? Est-ce que je vais me faire dicter ma vie par le fait que j'ai fait des études, donc c'est ça que je dois faire? Je suis dans ce pays, donc c'est là que je dois vivre. Est-ce que j'ai pas en moi une ambition particulière qui me dicte? Je crois que le propre de la politique aujourd'hui, c'est d'aider les gens à devenir ce que j'appelle devenir soi. La politique, ça doit être rien d'autre que d'aider chacun à devenir soi. D'où l'importance de l'éducation, de l'orientation, de la libération des contraintes, de l'appel à la grandeur, de l'appel à la mégalomanie même, parce que si on n'est pas un peu mégalomane, on n'a pas de projet pour soi. Ça veut dire prendre conscience des contraintes, se respecter soi-même, assumer qu'on est seul, quels que soient les réseaux qu'on peut avoir, choisir ce qu'on veut être et le faire. 5 principes. Si vous les appliquez, vous avez une chance de vous amuser un peu et d'être utile accessoirement. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces belles paroles inspirantes. Je vais me lancer, si vous voulez bien, pour vous poser une première question. Et je voudrais revenir à ce que vous évoquiez sur le XIIIe siècle, l'idée que le capitalisme, bien que très discret à l'époque, avait fait exploser le féodalisme. Et vous suggérez par symétrie des formes qu'aujourd'hui, l'altruisme ou l'économie positive va peut-être faire exploser le capitalisme. Or, ici, à The Family, on s'oppose à une vision assez simpliste où le monde est séparé en deux. Il y a d'un côté les entreprises capitalistes méchantes, et puis de l'autre côté, les ONG, les associations, tout ce qui est désintéressé à but non lucratif, au service de l'intérêt général et qui est gentil. En réalité, notre analyse, nous, des grandes entreprises, notamment américaines, mais aussi chinoises maintenant, qui dominent l'économie numérique, c'est que ces entreprises réussissent à sortir du lot à un moment de leur histoire, parce qu'elles forgent une alliance extrêmement solide avec les individus, en se mettant à leur service d'une manière bien plus dévouée, en quelque sorte, que les entreprises traditionnelles. Ça se voit, celle qui illustre le mieux ça, Alibaba est une bonne illustration, mais Amazon est une entreprise qui, bien qu'ayant équilibré son compte de résultat en 2003, pour la première fois, n'a depuis lors fait aucun bénéfice, et donc a fortiori versé aucun dividende à ses actionnaires, parce que la priorité, telle que revendiquée par Jeff Bezos, c'est toujours de baisser les prix, améliorer le service pour les clients. Et donc on a une entreprise qui écrase les autres, et on en voit les traces, et ça provoque beaucoup de souffrance et beaucoup de plaintes, parce qu'elle a réussi à forger cette alliance indéfectible avec les individus, la population, la multitude de ceux qui utilisent ces services. Est-ce qu'on n'a pas là une forme d'appropriation par le capitalisme de cette aspiration à l'altruisme ? Je suis tout à fait d'accord avec la première partie de votre discours et pas du tout avec la deuxième, c'est-à-dire avec les exemples que vous avez pris. Oui, bien sûr, l'avenir appartient à la fois à ceux qui seront créer des modèles de ce qu'on appelle le social business ou des entreprises sociales qui sont à but non lucratif, mais dont évidemment la survie dépend de leur capacité d'équilibrer leurs comptes, parce qu'ils ne peuvent pas vivre de la charité tout le temps. Moi, c'est ce que je fais avec les ONG que j'ai créées et présidées successivement, en particulier aujourd'hui Plein de Finances, qui est un groupe d'ONG et d'entreprises commerciales appartenant à l'ONG qui ont vocation à survivre et à gagner leur vie, tout en ayant d'abord, et c'est pas toujours facile, une priorité qui est la mission. Et quand la mission étant pour nous de lutter contre la pauvreté en aidant les gens à créer leurs entreprises à travers le monde. Et on a réussi à créer une entreprise multinationale qui travaille dans 80 pays, qui a plus de 3000 salariés et qui se développe beaucoup. Donc on peut, dans le modèle associatif ou dans le modèle de fondation, devenir des grandes structures. Les entreprises aussi peuvent le faire, à condition de mettre l'accent sur une autre mission que le compte de résultat et d'essayer d'avoir les deux.
ce double objectif. Mais il ne faut pas non plus qu'elle le fasse en utilisant l'objectif social comme un alibi. Le mouvement de l'économie positive que j'ai créé avec quelques amis, qui se réunit maintenant de façon régulière et qui a eu une réunion encore la semaine dernière où nous avons réuni 6000 personnes du monde entier au Havre. C'était absolument fascinant de voir toutes les expériences qu'on voyait, qui étaient des start-up, des grandes entreprises, des ONG, du monde entier. On avait vraiment une impression fantastiquement positive de ce qui est en train de venir. Mais j'ai fait en sorte de ne pas faire venir des gens qui utilisent cela comme des alibis. Et il y a des gens qui utilisent la RSE comme un alibi. Par exemple, si vous citez le cas d'Amazon, j'ai un doute. Parce que la priorité donnée aux consommateurs est aussi une façon, comme vous l'avez dit vous-même, de tuer les concurrents. Il n'y a rien d'altruiste là-dedans. Donc le consommateur est utilisé comme un alibi pour devenir monopolistique. Pour ensuite, sans doute, non pas rendre la marge aux consommateurs ou aux salariés, mais recréer la marge pour les actionnaires en montant les prix une fois qu'on est monopolistique. Donc il faut faire attention à la nature des choses. Il y a des entreprises magnifiques qui ont ça. Les entreprises sont d'autant plus magnifiques qu'elles ont du temps devant elles. Donc pour avoir du temps devant elles, il faut qu'elles soient soit des entreprises familiales, soit des entreprises appartenant à des actionnaires patients qui ont du temps. Les entreprises nationales sont de ce point de vue peuvent être de bons exemples, soit celles qui appartiennent à des fonds souverains de long terme ou des fonds privés qui ont du temps. Plus les actionnaires sont de court terme et changeants, moins l'entreprise, quelle que soit la qualité et la valeur morale de ses dirigeants, peut peut avoir un regard de long terme. C'est pourquoi d'ailleurs dans les propositions de réforme qu'on a proposées liées à l'économie positive, une d'entre elles, c'est de donner un droit de vote dans les entreprises proportionnel à la durée de détention des titres, qui permettrait de mettre beaucoup plus l'accent sur le long terme. Et je pense que cette réforme est en train d'avancer dans beaucoup de pays. Donc oui, bien sûr, ça ne doit pas être un combat, ça doit être une alliance. Et il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Il y a aussi des entreprises qui, comme celle de Bill Gates, ne le fait pas pour elle-même, mais son fondateur a mis l'essentiel, la totalité de sa fortune au service d'une cause. Et maintenant, bon là, c'est un exemple excellent. En plus, comme Microsoft s'il l'avait fait en fabriquant des armes, ça serait problématique, mais c'est pas le cas. Donc, on a aussi cette alliance possible, mais elle n'est pas toujours le cas. Je crois qu'il y a un modèle d'entreprise qui va apparaître, qui est un modèle qui soit explicitement avec un objectif de long terme. Explicitement. Et ça a comme conséquence d'orienter la production, d'orienter le comportement de ceux qui y travaillent, d'avoir ça comme grille de lecture de comportement, de plus produire des trucs qui sont insupportables, et de faire évoluer l'économie beaucoup mieux. Et je pense que les consommateurs eux-mêmes seront de plus en plus sensibles à ça. On va éventuellement donner le public un petit peu, la parole au public. Merci Martin. Guillaume de Fréminville du Cercle B. Vous avez évoqué l'horizon 2050 avec les différents scénarios envisageables. Vous avez également évoqué la forte probabilité d'un gouvernement de quelque puissance. Est-ce que, selon vous, une Europe fédérale est encore possible ? Est-ce que, à l'horizon 2050, il est encore possible d'imaginer, dans les conditions actuelles, une Europe fédérale ? Et si oui, quelles devraient être les conditions à créer pour que cette Europe fédérale redevienne ou devienne possible ? Je suis aussi musicien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et que il m'est arrivé de diriger la symphonie de Haydn, nommée Symphonie des adieux, où on voit les musiciens quitter la salle les uns après les autres. Je ne voudrais pas que ça soit le cas, et comme je vois qu'il y en a certains qui partent, on ne va pas trop tarder à arrêter. Je réponds à votre question. Ce qui se passe en Europe est tout à fait exemplaire de ce qui peut se passer à l'échelle du monde. Cette bataille entre le marché et la démocratie se joue en Europe. Le marché unique a été installé, mais on n'a pas encore créé une démocratie unique en Europe. Et si on n'arrive pas à installer la démocratie unique, le marché va l'emporter en Europe. Et s'il l'emporte en Europe, la région la plus sophistiquée du monde, il n'y a aucune chance qu'à l'échelle de la planète puisse réussir. Donc ce qui se passe en Europe est absolument crucial. Et si on ne réussit pas une démocratie européenne, c'est-à-dire le fédéralisme dont vous parlez, aucune chance de le faire à l'échelle mondiale.
Alors, en Europe, est-ce qu'on peut y arriver? Je pense que oui. Je pense qu'on est parti par le bon chemin, c'est-à-dire par l'économie. On a fait parce que chaque étape entraîne la nécessité de la suivante. On a fait un marché commun qui n'était pas tenable sans un marché unique, c'est-à-dire l'unification des normes techniques. On a fait un marché unique qui n'était pas tenable sans une monnaie unique, parce que sinon il y avait des dévaluations compétitives. On a fait une monnaie unique. Et la monnaie unique, on le savait quand on l'a faite, n'est pas tenable sans un trésor et un budget fédéral. Des bons, des eurobonds, etc. L'accident de l'histoire, qui était à la fois prévisible et nouveau, c'est qu'au moment où on a fait la monnaie unique et qu'on espérait pouvoir faire l'Europe fédérale dans la foulée, il y a eu la chute du mur de Berlin, la fin de l'Union soviétique, et tous les adversaires de l'Europe se sont engouffrés dans cette brèche pour élargir l'Europe avant qu'on ait le temps de l'approfondir, et ça a retardé l'étape. Il n'empêche, aujourd'hui, on se trouve là. Nous avons une monnaie unique qui ne tiendra pas. Dans 10 ans, il n'y aura plus de monnaie unique s'il n'y a pas de fédéralisme européen. Il y aura plus de monnaie. Ça ne peut pas tenir. Parce que si on n'a pas la capacité de mettre en place une émission monétaire massive pour financer les trésors, des bons du trésor pour financer des mécanismes de répartition des inégalités de région, comme on le fait aux États-Unis ou en Grande-Bretagne ou dans tous les pays qui ont une monnaie unique, comme on n'a pas de mobilité des forces du travail et qu'il y a une mobilité du capital, ça se traduira inévitablement par une rupture. Et la rupture aura lieu et donc l'Europe explosera. Donc, soit on franchira cette étape. Alors pour l'instant, on le franchit à petits pas, pas si mal. Depuis la crise de 2008, on est passé de 15 membres de l'euro à 18. On a mis en place l'union bancaire. On avance. Ce matin, M. Draghi a été d'une prudence décevante en annonçant le mécanisme de financement de l'économie, sans donner de chiffres. Mais en fait, il l'a fait pour une raison que je comprends très bien, c'est qu'il a une arme de dernier ressort, qui est ce qu'on appelle le QE, la possibilité de faire marcher la planche à billets. Mais je pense qu'il pense, comme moi d'ailleurs, que ça ne marchera pas. Et que le QE ne sera pas utile parce que il y a déjà une forme de QE qui existe sous une forme particulière qu'on appelle LTRO et ça ne marche pas. Et donc il préfère garder cette arme un peu comme le sentiment que oui, j'ai encore une arme que je n'utilise pas, donc pour garder son pouvoir, tout en sachant que s'il l'utilisait ça ne servait à rien et qu'il montrerait qu'il est sans pouvoir. Mais en fait, ce qu'il espère en faisant ça, parce que c'est un homme tout à fait remarquable, c'est seulement donner du temps aux politiques pour se décider enfin à bouger et à faire quelque chose. Puisqu'il sait très bien que c'est pas lui qui a le moyen. Il a juste le moyen de donner du temps aux politiques. Et en espérant que les politiques comprendront que la situation est très grave, extrêmement grave, que l'Europe part dans tous les sens, que l'Italie va très mal, que la France va très mal, que son budget 2015 n'est absolument pas convaincant, que l'Allemagne va extrêmement mal pour des raisons profondes, démographiques et diverses, et que donc si l'Europe ne se rassemble pas, elle va partir dans le séparatisme général. Donc il donne du temps aux politiques, mais un financier qui se donne du temps, c'est ou un génial banquier central ou Madoff. Et l'un est banquier central, l'autre est en prison. Donc il y a un moment où celui qui est banquier central se dit « je ne voudrais pas aller en prison ». Et on n'est pas loin du moment où il va falloir le faire. Pas loin, c'est quoi? C'est 4-5 ans, peut-être, si les marchés donnent ce temps. Donc l'heure de vérité approche. Pas demain matin, mais elle approche. Vous dénoncez la tyrannie du court terme, notamment la tyrannie que le marché impose dans le monde. Et ma question est la suivante. La démocratie, elle aussi, impose une certaine tyrannie du court terme, puisqu'on a cette succession d'élections, cette lutte pour le pouvoir qui nous empêche justement de faire les réformes nécessaires, dans l'intérêt général et dans l'intérêt des générations futures. Donc comment réconcilier démocratie et long terme? Cette question qui était sous-jacente à ce que je dis est la question politique majeure des siècles, de la décennie qui vient. C'est la question majeure. Si on n'est pas capable d'introduire du long terme dans la démocratie, c'est le long terme qui gagnera et pas la démocratie. Alors, il faut d'abord constater qu'on fait tout depuis un certain temps pour réduire le long terme dans la démocratie. En France, par exemple, on a réduit le mandat du président à 5 ans. On a fait des primaires politiques qui se passent juste avant les élections présidentielles, donc juste au dernier moment, donc personne n'a le temps de faire un programme et on espère simplement être élu en battant celui qui est sortant et qui est détesté, ce qui arrive de plus en plus fréquemment. Et donc, on n'a aucun débat de long terme.
J'ai réuni une commission internationale sur ce sujet, sur tous les sujets du long terme, et on a proposé toute une série de réformes. Vous trouverez ça dans le rapport sur l'économie positive qui doit être sur Internet quelque part. C'est une commission passionnante où il y avait des Chinois, des Américains, des Européens, etc. Et sur ce sujet, on a émis l'idée de faire une chambre du long terme, ou plutôt une chambre des générations futures. Et en France, l'idée avance, je ne sais pas si elle ira loin, mais pour l'instant elle avance, de transformer le Conseil économique et social en chambre qui ne parlerait qu'au nom des générations suivantes, qui serait composée de gens de moins de 30 ans, qui parleraient au nom d'eux-mêmes dans 30 ou 40 ans, qui serait évidemment une chambre consultative, mais qui aurait un poids particulier parce que le Parlement, s'il ne suit pas l'avis de cette chambre sur un projet de loi, devrait justifier le fait de ne pas le suivre, et cet avis pourrait être attaqué devant le Conseil constitutionnel. Ce qui fait que progressivement, par le biais de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, se développerait une doctrine de ce qu'on appelle l'intérêt des générations suivantes. Cette idée, qui est un peu folle, j'espère qu'elle est suffisamment folle pour être vraie, commence à avancer. En Grande-Bretagne aussi, l'idée progresse. Et je pense que si on ne met pas en place quelque chose de ce genre, on va être emporté par le flot. Bonsoir Alice Delande. Je voulais vous poser une question un petit peu plus personnelle. J'ai trouvé vos propos sur l'avenir très inspirants et du coup je me demande qui a inspiré votre vision. Est-ce que vous avez des maîtres à penser, voilà, un ou des... Je viens de publier un livre, ce qui paraît ce matin, où j'essaie en effet de décrire beaucoup de maîtres qui m'ont aidé, mais je ne suis pas un maître en particulier. Je suis nourri de beaucoup de cultures religieuses, toute forme de spiritualité, juive, puisque d'abord c'est ma spiritualité première, évangélique aussi. Enfin, Jésus était juif, donc ça change, on ne sort pas de la même univers. Mais aussi bouddhiste, beaucoup, qui m'inspire, et je passe beaucoup de temps en Inde à parler avec des maîtres. Et il est vrai que j'ai des maîtres avec qui je travaille, mais je garde ça pour moi. Bonsoir, merci de vos propos. Paul Hagenauer, je voulais en lien avec la question précédente sur la démocratie, vous demander si vous pensez que l'incapacité de réforme en France est due à trop peu de démocratie, ou alors trop de démocratie au contraire. Je ne vais pas détailler, puisque je vous fais confiance pour comprendre cette question. Et enfin, certains peuvent noter une sorte de dislocation d'institutions démocratiques et en lien avec une augmentation de la liberté individuelle, une volonté de s'organiser dans des cercles plus restreints. Voilà. Oui, il y a cette tendance très profonde de la liberté individuelle qui conduit à l'égoïsme. Et pas dans la meilleure façon, pas dans ce que j'appelle le devenir soi, c'est-à-dire le fait de se prendre en main pour réussir, et le devenir soi, par nature, débouche sur l'altruisme. Mais aujourd'hui, on assiste à une société qui est de plus en plus composée de mercenaires déloyaux qui vivent leur vie le mieux possible sans essayer d'être utiles, c'est vrai. Dans le cas particulier de la France, il y a deux dimensions supplémentaires. Le premier, c'est que la France, le pouvoir politique a perdu énormément de pouvoir d'agir, à cause de la décentralisation, à cause de la mondialisation, à cause de l'euro, à cause des privatisations qui ont privé l'État d'un grand nombre d'instruments dont il pouvait disposer. Donc le pouvoir politique, même s'il voulait, et je vais revenir sur ce point, a beaucoup moins de moyens qu'avant. En plus, il s'est privé de deux autres façons. D'abord, par une très grande lâcheté, quand on ne veut pas décider, on crée un comité, d'abord consultatif, et puis ensuite on lui donne le pouvoir, pour s'en laver les mains. C'est ce qu'on a constaté avec la haute autorité de l'audiovisuel, avec la Banque centrale, avec la haute autorité du médicament. Le pouvoir politique a tellement peur des décisions qu'il peut prendre qu'il sous-traite à la haute autorité de la concurrence. Enfin, il y a une centaine d'institutions de ce genre qui sont des organes créés par l'État, mais et qui ensuite disent à l'État, écoutez, vous nous avez donné l'indépendance, on est indépendant, et qui ont oublié qui les a nommés. Puis il y a une autre façon en France d'avoir
réduit son pouvoir, c'est qu'on a laissé se développer ce qu'on appelle le paritarisme. C'est-à-dire qu'on a confié aux partenaires sociaux la gestion des choses et qui fait que l'État n'a plus le moyen de décider. Je ne sais pas si vous savez que le paritarisme gère les organes de sécurité sociale et toutes sortes d'organes. Le simple MEDEF, seulement le MEDEF, sans compter les autres syndicats patronaux et les syndicats ouvriers, le simple MEDEF a 52 000 représentants dans les organes paritaires. Comment voulez-vous réformer quelque chose qui est aussi protéiforme que ça? Juste un exemple, la formation permanente qui est gérée par les partenaires sociaux, c'est un gaspillage total de 32 milliards. Personne ne le réforme. Parce que les partenaires sociaux mettent ça dans la poche et que l'État n'ose pas changer. Alors, est-ce que c'est trop de démocratie ou pas assez de démocratie? Pour moi, non. J'ai eu l'expérience de vivre pendant 10 ans dans le bureau d'à côté d'un président de la République, donc de voir de très très près et d'agir de très près sur l'État. Je peux vous dire que si un président a du courage, il fait les choses. Et j'ai constaté, pour les avoir vus, que les hommes qu'on suivi, pour des raisons diverses, n'ont pas eu de courage. La principale raison qu'ils m'ont tous donnée en privé, c'est si on fait ce que tu dis, on va mettre ma tête au bout d'une pique. J'ai entendu cette phrase avec une métaphore voisine, où est celle-là, des 3 présidents qui ont suivi François Mitterrand. Moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi on fait de la politique pour pas agir. Mais c'est le cas. C'est la différence entre les hommes politiques et les hommes d'État. Nous sommes dans une phase où en France, il n'y a pas d'hommes d'État. C'est comme ça. Où ceux qui pourraient vouloir faire de la politique pour être des hommes d'État font autre chose. Parce que c'est pas très amusant, parce qu'il y a mille et une raisons de ne pas en faire. Mais nous sommes gouvernés depuis 30 ans par des gens qui n'ont pas envie de laisser une trace dans l'histoire autrement que par le fait d'avoir survécu. Et en France, ça se passe toujours comme ça. Oui, c'est la phrase de Sieyès que vous connaissez. Quand on lui demandait comment il avait traversé la Révolution, il a répondu « j'ai survécu ». Et en France, ça se passe toujours comme ça. La France ne se réforme jamais. Elle fait la Révolution. Et moi, je vous le dis, dans les 10 ans qui viennent, dans ce pays, il y aura une, sinon 2 révolutions. C'est-à-dire une révolution et une contre-révolution. Parce que le pays ne tolérera pas très longtemps cet enlisement. Bonsoir, Safia Laretani. Donc moi, je ne vais pas parler de politique, mais j'ai plus une question par rapport aux tendances générales et aux projections. Pour vous qui avez vécu une partie du siècle dernier et la première partie de ce siècle-là, on l'a tous vécu, certains plus que d'autres. Et du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des tendances fortes qu'on n'a pas vues venir? Et je voudrais aussi explorer quel est le delta qu'on n'a pas vécu par rapport à des projections qu'on voyait pour l'avenir sans ces tendances-là, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Je comprends la première partie de votre question, mais pas la deuxième. Donc, petit 1, c'est quelles sont les tendances qu'on n'a pas pu venir, oui. Et quelles sont les projections qui étaient induites par ces tendances-là, par l'absence de ces tendances-là, qu'on n'aurait pas vécues. Je vais prendre un exemple qui va me permettre peut-être de comprendre en parlant la question que vous posez. Beaucoup de gens n'ont pas vu venir la fin de l'Union soviétique. Et c'est vrai que la fin de l'Union soviétique est très difficile à prévoir. Au fond, je pourrais vous en parler pendant 1 heure parce que je l'ai vécu vraiment au cœur. Et ça m'a fait comprendre qu'au fond, il y a 2 grands maîtres pour comprendre l'histoire. Il y a Marx qui explique très bien les tendances lourdes. C'est fou à quel point le vrai Marx, celui qu'on lit plus pas les caricatures, Marx qui disait le capitalisme est indépassable, on ne pourra le dépasser que par l'économie de la gratuité quand il sera devenu mondial. Donc il était pour un après-capitalisme et pas à la place du capitalisme. Cette tendance-là, elle est là. Bon. Et puis, il y a un autre maître à penser très important, c'est Shakespeare, qui raconte les querelles de pouvoir et qui est là. Et pour avoir vécu de près la fin de l'Union soviétique, puisque j'ai connu tous les dirigeants successifs, ça a été une succession de coups d'État qui auraient pu conduire à autre chose. On pourrait avoir encore l'Union soviétique aujourd'hui. Quand Brejnev est mort, il a donné le pouvoir à Andropov, qui était un ingénieur qui voulait maintenir un État fort de type chinois. Bon,
ne peut pas prévoir qu'Andropov mort d'une tumeur au cerveau au bout d'1 an et demi. C'était un personnage extraordinaire, d'une intelligence, d'une force. Les vieux qui avaient vu qu'il était en train de les écarter se sont empressés d'écarter tous les types que Andropov avait nommés, ont pris le pouvoir, ont mis le plus vieux et le plus kakoshim d'entre eux au pouvoir, nommé Tchernenko, terrifiant, et préparent un successeur, Romanov. Mais Tchernenko meurt une semaine avant que Romanov soit nommé secrétaire général, Romanov qui aurait continué l'Union soviétique, et le dernier des ministres d'Andropov, qui est encore là, fait un coup d'État. Et il s'appelle Gorbatchev. Et il change l'histoire. Voilà. Bon, donc tout ça, c'est pas prévisible. C'est pas prévisible dans le temps, dans le calendrier. Mais il était évident que ça allait arriver, que le système ne pouvait pas tenir, comme il est évident que la Chine deviendra une démocratie et qu'elle va passer par un chaos. C'est évident. La chose la plus difficile à prévoir, c'est le moment où les choses ont lieu. La seule chose que j'ai retenue de cette période, c'est qu'en général, les événements dont on est sûr qu'ils vont avoir lieu ont lieu plus tôt qu'on ne croit, et pas plus tard qu'on ne croit. Les événements, par exemple, à partir du moment où Gorbatchev nous fait savoir en mars 89, février 89, que secrètement, que plus jamais l'armée rouge tirera sur la foule dans aucun pays de l'Est, c'est fini, le mur est tombé. Il a fallu attendre 1 an, presque 1 an, mais nous savions que c'était fini. Il fallait simplement que les peuples comprennent qu'on n'allait pas leur tirer dessus. Bon. Mais le président américain, à cette époque, continue à dire « mais non, 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 le mur tombera jamais ». Pourtant, il savait ça. Et donc, on a une très grande difficulté à admettre les ruptures de phase. Alors évidemment, je dis, l'Union soviétique pourrait exister. Sans Gorbatchev, l'Union soviétique existerait parce que personne ne serait intervenu pour aider la Pologne si on avait s'ils avaient attiré. Comme personne n'ira aider la population de Hong Kong si cette nuit l'armée tire sur les manifestants. Bonjour, Adrienne Bajon. Vous avez parlé des valeurs occidentales qui ont tendance à s'étendre à travers le monde. Et j'aurais voulu avoir votre avis sur le refus de ces valeurs occidentales qu'on voit se développer dans diverses parties du monde et voir comment vous envisagez ça dans l'avenir. C'est ce à quoi j'ai répondu tout à l'heure en disant que nous voyons une réaction à l'occidentalisation, puisque l'occidentalisation, c'est la victoire de la liberté individuelle dans sa dimension la plus caricaturale qui est la précarité, et c'est donc la retour du long terme qui est le refus de l'occidentalisation, dont le fondamentalisme est l'expression, qui peut être un fondamentalisme religieux ou un fondamentalisme laïque. C'est une bataille contre la liberté individuelle qui se joue. Vous avez fait un parallèle avec l'Empire romain, qui, même si il a été fragmenté, a laissé des traces, comme vous l'avez dit, pendant plusieurs siècles. Donc est-ce qu'il peut y avoir une persistance, malgré tout, de ces valeurs-là ou Ah non, mais ces valeurs-là, pour moi, triompheront. Je pense pas. Je pense que le fondamentalisme est soluble dans la liberté. La seule chose, pour qu'il soit soluble dans la liberté, d'abord, est-ce qu'on va passer par la phase de la catastrophe, hein? Tout le monde savait que la Première Guerre mondiale allait se déclencher si on ne mettait pas en place un ordre international. On ne l'a pas fait, on a eu une guerre. Tout le monde savait que la Seconde Guerre mondiale allait se déclencher si on ne mettait pas en place un ordre et si on n'éliminait pas Hitler avant qu'il soit trop puissant. Ça n'a pas empêché que ça ait lieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens voient qu'il y a une catastrophe immense qui se prépare devant nous, mais qu'on pourrait l'éviter avec un état de droit planétaire, avec une victoire de la prise de conscience du long terme sur le climat, tout le monde le voit, c'est pas difficile, mais pourtant on ne le fait pas. Donc il y aura peut-être une phase, presque certainement une phase de chaos, à la suite duquel on fera les choses. Si je veux résumer ma conception de l'histoire, telle que je viens de la décrire, c'est que l'humanité est capable de faire du bien et du mal. Mais avec les progrès techniques et l'évolution démographique, elle peut faire de plus en plus de bien et de plus en plus de mal. Et l'histoire du monde, c'est ça. C'est une courbe qui monte et qui descend, de plus en plus de bien, de plus en plus de mal. Mais si on descend trop bas, on ne remontera plus. Et aujourd'hui, on est assez haut, on est en train de descendre. Et il faut éviter de descendre trop bas. Voilà. Dernière question. Bonsoir, monsieur Attali, Amaury du Tilleul. Vous nous avez donné très envie tout à l'heure de vivre l'histoire de Mazarin et de pouvoir déclarer sur notre lit de mort, c'est déjà fini. D'un autre côté, vous nous dépeignez une Europe qui certes très réaliste, mais une vision assez pessimiste de l'Europe et de la France. Et du coup, pour pouvoir être mégalomane, pour pouvoir choisir ce qu'on veut être, est-ce que vous nous suggérez de partir de l'Europe, de partir de la France ?
J'ai commencé mon exposé en disant que je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Donc c'est pas dans cette problématique que je me place. Je pense que à 30 ans d'ici, l'Europe, c'est le continent privilégié du monde. Si on sait bien gérer les choses, nous avons le plus haut niveau de vie, nous avons le meilleur climat potentiel, nous avons la plus grande sécurité, nous avons tout pour rester l'Eldorado de la planète. La France a tout pour être la première puissance d'Europe. Si nous savons développer un projet qui pour moi tourne autour de 3 dimensions. La construction d'un modèle social qui aide chacun à devenir pleinement lui-même, l'intégration fédérale européenne et un sujet dont je n'ai pas parlé mais qui démographiquement est essentiel, la francophonie. Une union francophone, une union européenne, un modèle social français, ça nous donne à nous la possibilité d'être une puissance considérable dans la première puissance du monde, qui sera l'Europe. Non, tout peut se défaire, ça dépend de ce que vous allez faire, ça dépend de ce que tous allez faire. Mais si vous décidez de partir à l'étranger pour 2-3 ans, très bien. Si vous décidez de partir définitivement, vous créez vous-même la vérité de votre propre pronostic. C'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Si toutes les élites de ce pays le quittent, il échouera. Si tous décident de se battre, même en étant à l'étranger pour un moment, et c'est très utile, les Français, il n'y a pas assez de Français à l'étranger, contrairement à ce qu'on croit. Beaucoup moins de Français pour les raisons de sédentarité qui sont propres à notre nation. Donc partir à l'étranger, très bien, mais à condition d'être les porteurs du message et du projet français européen. Je suis très très certain qu'avec de la volonté, on peut faire de ce pays le plus fabuleux pays de la planète pour encore un siècle. Merci beaucoup.